Bonsoir, chers internautes. Bienvenue dans ma petite émission nocturne. Donc, un soir avec Lara. Ce soir, j'ai l'immense honneur de recevoir une, euh, une amie de longue date, hein. Je ne vais pas dire vieille amie parce qu'elle est toute jeune. Irina Dubois, directrice du dialogue franco-russe. Voilà, c'est pour se souhaiter mutuellement bonne année, puis, joyeux Noël, chère Irina. Et bonsoir et bienvenue dans notre émission sur GPTV. Merci Lara, bonsoir tout le monde. Merci de cette invitation. En effet, on se connaît depuis, je sais même pas, une dizaine d'années, voire plus. Et on s'est connus au Dialogue franco-russe il y a entre 2015 ou peut-être 2016, puisqu'à l'époque, on a déjà commencé à faire nos conférences. C'était assez local, donc dans une petite salle, bah pas petite, moyenne, aux Belle salle sur Champs-Élysées. les Champs-Élysées, hein. Une belle salle, c'était une belle vie, c'était une autre vie, puisque comme je dis, la vie du dialogue franco-russe avant 2022 et maintenant, c'est deux vies différentes. Et c'est là où d'ailleurs, dans cette salle, on a la première fois alerté sur la situation en Ukraine, entre autres, où il y avait beaucoup de conférences qui ont été déjà faites à l'époque. Et donc, c'est vrai que c'est le temps passe vite et on n'a pas vraiment célébré parce que le temps pour célébration, ça sera peut-être plus tard. Mais on a eu cette date l'année dernière. C'est 20 ans du dialogue franco-russe puisqu'on a été créé en 2004. Alors, en Ça fait déjà 2004, 20 ans. oui, chère Irina, en 2004, comment vient cette initiative et qui est à l'origine de cette création, de cette belle association Dialogue franco-russe? À l'époque, si vous vous souvenez, en 2003 ou en 2002, et c'est juste avant, c'est-à-dire les élections de Vladimir Poutine en 2000, à l'époque en France, le président était Jacques Chirac, qui a été d'ailleurs très respectée par Vladimir Poutine. Si vous vous souvenez bien, elle est allée à son enterrement il D'ailleurs, y a quelques années. ouais, tout Ouais. récemment, il en a même parlé, hein, en disant que Et c'est... on en a même parlé. En effet, parfois dans ses discours ou ses références, il parle de Chirac puisqu'il considérait que c'était l'un des rares présidents avec une vaste culture générale. Et pas que, bien sûr, Chirac avait cette fibre russe, très rare chez les politiciens et politiques à l'Occident en ce moment. Hélas, bon, sans surprise, hein, on le sait tous très bien. Je me demande s'il était comment dire, s'il a fait Young Leader Chirac, peut-être même pas. Peut-être pour ça qu'il était plus ou moins russophile, plutôt plus. J'ai fait l'interview avec son conseillère. Elena Perrou, elle a parlé en effet de l'amour Chirac pour la langue russe, pour la littérature et pour la culture. D'où venait son intérêt après géopolitique et cette rencontre avec Poutine. Et c'est comme ça, en quelque sorte, je pense, dans la conversation entre les deux, mais pas que, leur entourage. À l'époque, on dialoguait avec la Russie. C'est pas comme maintenant. Il y avait beaucoup d'échanges et c'est à cette époque-là où l'idée du dialogue franco-russe, c'est très simple, c'est dialoguer, est née et dialoguer avec, si vous voulez, c'était le dialogue d'autres niveaux Hmm. entre les élites, entre les ministres, entre les universitaires, entre les élites intellectuelles et les élites politiques de l'époque. Et c'est vrai, ça a commencé comme ça. Je n'étais pas encore à Paris, j'étais jeune étudiante à Moscou, mais donc le dialogue est né en 2004 et est toujours vivant, mais tout à fait sur une autre, comment vous dire, maintenant c'est une autre image du dialogue, c'est le dialogue des sociétés civiles, c'est le dialogue entre nous les gens, qui puissent discuter et faire réfléchir avec nos vidéos. On a fait 50 vidéos l'année dernière. Et je dis malheureusement, on parle beaucoup du conflit en Ukraine, puisque c'est l'actualité brûlante, hélas, depuis 3 ans. Mais avant, il y avait beaucoup d'autres événements. Je me souviens très bien du festival du cinéma russe, Lara. Je pense que je me souviens aussi en 2015 où la première fois on a montré le cinéma soviétique, les comédies aux Français qui ont vraiment aimé. Il y avait même le sondage qui a été fait à l'issue c'était dans le sixième arrondissement ou cinquième, sixième. Et et c'est là où la culture, on faisait beaucoup d'événements culturels, même si on continue, on fait des concerts, etc. Mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'avant, la culture, c'était le bienvenu
en France et à Paris. Là, maintenant, pour faire quelque chose de culturel en dehors des sites ou des plateformes ou des salles russes, il y en a avec la Maison russe à Paris et Centre culturel orthodoxe de Branly. Maintenant, pratiquement, c'est impossible de le faire. Et avant, on était plus ou moins le bienvenu partout. Mm. Ben, il y avait cet aspect un peu exotique et quelque part intellectuel, hein, que les politiques se donnaient en faisant accent sur la culture russe, sur les événements avec la Russie. C'était un atout. C'était un atout pour un homme politique d'avoir accès à la culture russe. Bon, les temps changent, ça, on peut dire Ça, on à peut le dire. minima. Voilà, mais moi je voulais aussi un petit peu t'interroger. D'ailleurs, pour nos internautes, je dis ce petit format du soir. Ce sont souvent des amis que j'invite, donc je me permets de tutoyer mes invités et c'est réciproque. Chère Irina, au tout début, donc c'était la société civile et je me rappelle aussi que les présidents à l'époque étaient des figures tout à fait emblématiques et qui n'étaient pas du tout politiques, n'est-ce pas? Et il y avait les fondateurs, par exemple, Hélène Carrère d'Ancos, c'était l'une des fondatrices du dialogue franco-russe, c'est-à-dire tout à fait les élites intellectuelles, secrétaire perpétuelle, elle l'était. Et, et d'ailleurs, elle est restée amie là aussi jusqu'à son départ. Pratiquement, même si à la fin, certes, il avait il comprenait pas trop, je pense, ce que s'est passé exactement, mais c'est dû à son âge. Mais sinon, pendant toute cette époque-là, on l'invitait souvent aux différents forums et aux différents événements. Sachant que ce qui me revient là à l'esprit, c'est 2013, on a fait un forum économique avec le MEDEF, c'est pour dire à quel niveau c'était, et avec la chambre de commerce russe, avec la participation du ministre, c'était une dame, j'ai oublié son nom, française, donc du commerce extérieur. Il y avait des ministres russes qui se sont déplacés. C'était vraiment à notre niveau. Donc il y avait des journalistes. Bon, cela dit, les journalistes et la presse ont toujours été assez sceptique, mais quand même plus ou moins pragmatique il y a des années, tandis que maintenant on sait très bien, depuis 3 ans, il n'y a aucune ligne plus ou moins positive sur la Russie dans la presse et dans les médias mainstream. J'en ai déjà dit à plusieurs reprises chez vous et chez les autres, chez vos collègues. Mais voilà, c'était comme ça, c'était une belle époque. Je ne peux pas dire qu'on a fait le deuil de cette époque-là, mais en quelque sorte oui, parce que car les événements de 2022 ont eu lieu en laps de temps, 4 semaines, ça suffit comprendre que c'était cassé, c'était coupé. Et je me souviens, c'était donc les événements ont commencé le 22 février. Le 22 février, non, le 24. Le 24 février, le matin, à 8h20, j'ai reçu un mail de l'ancien ambassadeur français en Russie, avec qui d'ailleurs les anciens ambassadeurs, se souvient, venaient souvent au dialogue franco-russe pour participer aux conférences. Je ne veux pas les nommer, mais je pense que c'est Ouais. facile de les On peut retrouver. deviner, mais bon, On est-ce peut que... deviner, ouais. Ouais. Et Mhm. l'un de ces ambassadeurs avec qui j'entretenais une relation tout à fait, je ne peux pas dire amicale, mais presque, m'a écrit un mail je ne peux pas dire, mais assez fort, assez dur pour dire que ben voilà, tous les efforts sont caducs, c'est terminé. Maintenant, les relations, voilà, vous pouvez fermer le dialogue, entre guillemets, c'était écrit comme ça pratiquement, et oublier tout ce qui a été fait. Et là, c'était comme le début d'une nouvelle époque, pas spécialement avec ce mail-là, avec tout ce qui s'est passé après, avec ce matraquage médiatique persistant depuis 3 ans. Et certes, là, c'était la fin de toute cette belle époque, des relations peut-être parfois compliquées, comme par exemple sous François Hollande, mais sous François Hollande, là maintenant, je me souviens de cette époque comme si c'était une belle époque. C'est Mhm. incroyable. Quand Hollande était président, on pensait, waouh, mais quand même, nos relations sont en berne, c'est vraiment, c'est très,
c'est pas ce qu'ils étaient avant. Ah bah, en effet, c'était pas ce que c'était avant. Si on pouvait imaginer qu'en 2022, en 2025 déjà, on allait arriver au niveau le plus bas des relations franco-russes depuis le rétablissement des relations diplomatiques à 1717 et les relations diplomatiques qui étaient renouées en 1917. Donc 1717, c'est les relations diplomatiques entre les tsars à l'époque, et 1917, c'est donc après la révolution russe où les relations entre l'Union soviétique, la Russie soviétique et la France ont été établies. Ben voilà, donc c'était 1917-1922 par là. Donc voilà, ça c'est en fait dans l'histoire des relations franco-russes, c'est le moment le plus dur et le plus voilà le plus complexe et le plus malheureux. Et chère Irina, 2014 aussi, jusqu'à 2014, en fait, l'association a connu des moments enfin, assez exceptionnels. Et le premier coup d'arrêt, en quelque sorte, ce sont les sanctions contre la Russie suite à voilà, annexion, on peut dire intégration Comme de disent la les Russes, Crimée. la réunification. La réunification. Moi aussi, je préfère, hein. Mais bon, faut aussi, pour Non, nos mais c'est vrai, internautes, parler le c'est tout à fait langage. normal. Ouais. 2014, déjà, est-ce que avant cela, sachant que j'ai le souvenir d'un des coprésidents du dialogue franco-russe qui était, par exemple, Yakounine, qui était les chemins de fer de Russie, à un moment. C'était le chef, oui. C'est la SNCF russe, en fait. Ouais. Et puis euh, côté français, il y avait aussi des époques avec des présidents tout à fait emblématiques, non? Avant 2012, là, je suis arrivée au dialogue en 2011. Donc, cette période avant 2011, pour moi, c'est compliqué d'estimer. J'imagine que je voyais sur le papier, de toute façon, qu'il y avait plusieurs événements également. C'était plus local, comme je dis. Oui, donc le président du dialogue franco-russe, parce qu'il y a deux coprésidents, le Mhm. russe et le français. Du côté français était à un moment donné Thierry Desmarais, qui était quand même PDG de Total. Mhm. Ça a C'est duré, important de le noter hein, pour ouais, mais ça a duré, qu'on c'est-à-dire comprenne que l'impact. le niveau était très très haut. Là, après, donc depuis 2012, notre coprésident du côté français, c'est toujours Thierry Mariani, qui avant était donc ministre des Transports, après député des Français à l'étranger, et maintenant il est député européen. C'est vraiment notre coprésident maintenant. Quand on dit dialogue franco-russe, tout le monde sait que le coprésident est Monsieur Thierry Mariani. Mais c'est vrai que il y avait une autre vie, un autre niveau. C'était des Euh, entreprises étatiques de chaque côté, que ce soit Total, que ce soit SNCF. C'était pas des entreprises créées par un chef d'entreprise aventurier qui tout à coup disait ah bah je m'en fiche pas de relations franco-russes, etc. Donc c'était vraiment lié à la stratégie d'État en quelque sorte. Donc c'est important de le souligner à mon C'était avis. important de dire ce que c'était et comment nos relations, c'est en fait comme on signe comme une photo, en fait, qu'une image des relations qu'on avait, tout Mhm. simplement. Ouais. Il y a maintenant pratiquement 15 ans, Mm. Donc en c'est fait, vrai. ce qui est intéressant à mon avis pour nos internautes, c'est de comprendre que 2022, c'est quelque part le coup d'arrêt définitif, les relations étaient déjà gravement entachées par des sanctions et une forme de réticence vis-à-vis des Russes, si je ne me trompe pas. Oui, en effet, parce qu'avant, on avait beaucoup de cotisants des entreprises françaises Mm. qui voyaient en soi un sens donner à une association franco-russe qui fait la promotion des relations économiques, parce qu'on avait quand même les relations économiques. Là, maintenant, Et on qui n'en était un parle plus. facilitateur en plus des relations. Oui, Mm. exactement. Sur notre site, on pouvait réunir des personnes. On faisait des déjeuners business. Il y avait quelques petits car les chefs, pas peut-être grandes entreprises, mais moyennes et petites entreprises aussi. On a fait ça d'ailleurs dans les années 2018-2019 où il y avait par exemple si une entreprise française ou russe voulait
faire un peu, comment on appelle ça, B2B ou B2C, donc rencontrer des personnes homologues français. Ça, c'était possible, on pouvait faire ça au dialogue franco-russe. On faisait plein, il y avait tout. On a fait même une rencontre entre les étudiants, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus d'échanges. Et comme je dis, ce que je regrette énormément, c'est que la jeunesse arrête de communiquer, parce que les réseaux sociaux, c'est une chose, mais les étudiants, c'est important aussi, même à l'époque soviétique, pendant la guerre froide, comme je disais la semaine dernière dans une autre interview, je vais répéter, mais c'est important. Euh, tous les étudiants qui étudient la science, physique, l'espace, d'ailleurs, on a quand même pas mal, on avait cette coopération emblématique dans l'espace. D'ailleurs, les Américains continuent à faire les affaires avec les Russes dans ce domaine-là. Euh, D'ailleurs, les où passe la Américains, France? l'uranium, ils l'achètent toujours à la Russie. Bien sûr, non, mais le business de leur côté, ça reste toujours parce qu'ils sont pas, je veux pas dire bêtes, mais ils le sont pas. Ils sont très pragmatiques. C'est America first. Pourquoi c'est pas la France d'abord? Voilà, c'est cette Pour nous, question-là que je pose depuis un certain temps, parce que l'intérêt, je répète, l'intérêt des Français, c'est d'avoir une bonne relation économique et culturelle avec la Russie, même si la relation culturelle va, j'espère, c'est quand même, il y a toujours intérêt pour la culture russe, c'est réciproque, mais la relation économique, il faut absolument penser de l'après, parce que je pense que l'Europe pourra pas survivre à long terme dans des bonnes conditions économiques sans la Russie, de toute façon. alors, là aussi, il faudrait quand même souligner que on peut parler de deux côtés. C'est-à-dire que, certes, pour la Russie, c'est bien d'avoir des relations, des bonnes relations avec la France notamment, mais si on est suffisamment patriote français, on va même dire que c'est plutôt la France qui bénéficierait d'une bonne relation, d'une embellie avec la Russie. Cet aspect-là, c'est-à-dire les premiers qui se sont retirés comme des petits soldats très disciplinés, c'était quasiment les Français, et c'était pourtant les plus nombreux et les plus voilà, importants en termes d'investissement en Russie. C'est-à-dire la perte, elle est nette aujourd'hui en défaveur française. Et Irina, si je ne me trompe pas, il y a bien un dicton russe, on dit Svято место пусто не бывает, c'est-à-dire ce qui Exact. est parti, la Russie n'a pas attendu, hein, des places ont été tout de suite occupées, c'est-à-dire quelque chose qui a été acquis avec difficulté. Bah, Oh, notamment, ça a été vendu, je sais pas, c'est Renault qui a été vendu à un euro symbolique oui, quand même. Toutes les productions qui ont été créées sur le territoire russe ont été françaises. Je sais pas, il faut que je me renseigne par rapport à Danone s'ils sont restés parce qu'ils avaient une grande production locale. Mais plein, parce qu'il faut le dire, dans l'industrie automobile, l'industrie tout ce qui est agriculture. D'ailleurs, j'en ai parlé encore une fois, je vais répéter. Comme vous dites, comme tu dis, la place sacrée sont jamais, elle sera toujours prise en quelque sorte. Voilà, sous le dicton qui est dit exactement, c'est-à-dire que tous les parts de marché qui ont été à un moment donné abandonnées par les Français, les premières sanctions en 2015, on se souvient bien, c'est surtout le secteur agriculture et tout ce qui est production laitière, fromage, etc. Là, ça a été pris, ça a été pris notamment par les Russes, qui a favorisé les productions locales aussi et les, qui ont les remplacé fermes. l'import en fait, oui. Oui, et évidemment les autres. Il y a beaucoup d'autres pays qui sont beaucoup, par exemple, comme je dis, les Italiens, ils se débrouillent mieux, ils essaient. Les Italiens sont quand même très très malins. Là, j'attends beaucoup. Là, j'étais à Moscou il y a 4 semaines. Les restaurants, la plupart des restaurants étrangers sont les restaurants italiens, bon, asiatiques aussi évidemment, mais et beaucoup d'Italiens qui savent s'adapter, qui quand même leurs affaires c'est plus important qu'autre chose que la politique, même si, certes, il y a aussi beaucoup de politique. Mais oui, cette image, c'est tellement triste. Et même c'était triste pour ces Français qui devaient quitter la Russie parce qu'ils ne voulaient pas le faire.
Arnaud, il disait que voilà, toute ma vie est là, mes enfants sont scolarisés, tout va bien. Au niveau de sécurité, c'est très très bien. Il faut le dire quand même. Peut-être que les internautes, pas tous le savent pas, mais c'est un pays en sécurité. Par rapport à ce que vous attendez du matin au soir, le matraquage, qu'il y a des ours qui se promènent dans la rue. Certes, ils se promènent peut-être, hein, mais avec beaucoup de sécurité. Non, mais je rigole. Là, il n'y a pas de ce sentiment d'insécurité, comme disent les Français. Il n'y a pas d'insécurité. Le soir, les femmes peuvent se promener à mini-jupe sans être accostées du matin au soir dans les transports, etc. C'est un autre monde. Bah, et évidemment, bon, avec les autres difficultés intérieures, on va pas non plus généraliser et comment dire on va pas être aveugle. Je serais pas objectif si je veux dire que tout va bien. Et je connais pas l'endroit où tout va bien. Mais par contre, il a des aspects qui sont vraiment là où tu te dis, ah, là, ça, c'est bien. Là, tu te sens bien, j'étais en sécurité. Je ne devais pas vérifier si mon portable était dans ma poche, comme je fais souvent dans le métro parisien. Je suis habituée, ça fait 13 ans, donc chaque fois, je suis sur mes gardes. Là, certes, c'est pas la même chose. Donc, il y a les conditions de la vie. Et donc, les Français qui devaient quitter à cause de cette politique de retrait. qui a été voilà de retrait exactement retrait de Russie, c'était pas le même pas le même retrait et ce retrait-là a été assez malheureux. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.